chapitre très intéressant qui s'appelle Rupture des massifs semi-infinis. Comme référence qu'on peut utiliser pour ce cours, tout d'abord, nous allons utiliser la géotechnique mécanique des sols, tome 2, Université de Liège de Robert Charlier 2007. Le cours pratique de mécanique des sols, calcul des ouvrages, tome 2, Coster et Singlera 1983. Un syllabus géotechnique 2, 4e année génie climatique INSA, département de génie civil de 2015. Et 2 articles très intéressants. Ce cours se base beaucoup plus sur ces 2 articles. Les ouvrages de soutènement, Poussée et Butée de Schlosser de 1989. C'est un article très intéressant dans lequel on va voir tous les éléments concernant les poussées, les butées et les terres au repos. Et c'est cet aspect qu'on va aborder dans le cadre de ce cours. Et l'autre article très intéressant encore de Schlosser, ce sont les murs de soutènement. À partir de ce cours qu'on peut utiliser la modélisation pour qu'on puisse calculer la stabilité de ces parois, que ce soit pour calculer les terres au repos, la poussée, la butée, et voir quel aspect qu'on peut utiliser dans le logiciel Slope pour qu'on puisse déterminer la stabilité des parois de terre ou bien des talus instables. Voici les différents éléments qu'on va avoir aujourd'hui dans la rupture des massifs semi-infinis. Tout d'abord, nous allons regarder les terres au repos. Ensuite, la notion de poussée et de butée. Ensuite, nous allons regarder les ruptures des massifs semi-infinis, équilibre de Rankine. Ensuite, vous avez la rupture des massifs limités, équilibre de Boussinex. Autre approche du problème de la poussée, le coin de Coulomb. Dans les ruptures des massifs semi-infinis, l'objectif de ce chapitre, c'est arriver à déterminer les forces de poussée et de butée en fonction de la géométrie des murs de soutènement et du massif de sol retenu, à savoir les caractéristiques mécaniques des sols et des déplacements relatifs des murs par rapport au sol. Voici le sol ici et voici le mur. Donc, le mur va exercer des forces sur le sol. C'est ce qu'on appelle la butée. Et lorsque le sol va exercer sa force sur le mur, à ce moment-là, c'est une force de poussée et c'est ce qu'on appelle la poussée. Donc, vous avez les forces actives, les forces passives. Les forces de poussée, ce sont les forces actives. À ce moment-là, c'est le sol qui s'exerce une sorte de pression sur le mur. Lorsque on est dans la force de butée, à ce moment-là, c'est le mur qui va exercer une force sur le sol. On parle de force passive. Vous avez la force portante N verticale ici, normale. Vous avez la force de résistance au glissement T, composante horizontale. OK, vous avez le poids du mur. Donc, ce sont toutes ces forces-là qu'on va regarder sur les aspects rupture pour qu'on puisse bien analyser que ce soit l'aspect mur et l'aspect sol qui rentrent en jeu. Pour les terres au repos, on va considérer un massif de sol homogène à surface horizontale. Pas de déplacement latéral. Donc, on est au repos, il n'y a pas vraiment de déplacement latéral. Epsilon H égale à 0. Les contraintes effectives verticales et horizontales. Les contraintes effectives verticales, que c'est sigma prime V égale à gamma prime par Z. La contrainte effective horizontale, sigma prime H est égale à K0 par gamma prime Z. Il y a un coefficient de pression des terres au repos qui rentre en jeu. Pour déterminer ce K0, il suffit de faire un rapport entre la contrainte effective horizontale sur la contrainte effective verticale. Pour déterminer K0, il y a des formules empiriques, que ce soit la formule de Jacqui, qui nous donne K0 égale à 1 moins sin phi prime pour les sables. Pour les sables et graviers, K0 est égal à 1 moins sin phi prime sur cos phi prime. Nous avons quelques gammes de coefficients de K0 pour quelques types de sols. Par exemple, pour le sable H, les valeurs de K0 est compris entre 0,45 à 0,50. Pour le sable compact, entre 0,40 et 0,45. Pour l'argile normalement consolidée, c'est égal à 0,5 en général. Et pour l'argile surconsolidée, c'est supérieur à 0,5. Depuis l'année dernière également, vous savez utiliser l'essai triaxial avec un échantillon placé dans un cylindre où on va affecter à cet échantillon que ce soit la contrainte déviatorique ou bien la contrainte latérale.